L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Jean-Christophe Lagarde, merci d'avoir accepté notre invitation de Radio Classique et Public Sénat en ce lundi de Pâques. Je rappelle que vous êtes député UDI de Seine-Saint-Denis, porte-parole du mouvement centriste. On va d'abord, avec un peu de recul, 4 jours après l'intervention de François Hollande, revenir par exemple sur un point important dont a parlé hier Jean-Marc Ayrault dans le journal du dimanche, ce sont les retraites. Est-ce que vous avez bien compris ce que voulait exactement le gouvernement? Est-ce qu'il faut s'attendre à un allongement des cotisations et en même temps sans toucher à l'âge légal de la retraite? C'est ça qu'on a pu comprendre. Quel est votre sentiment? Il faut s'attendre aux deux, et c'est le gouvernement des hypocrites. En 2010, François Hollande manifestait avec M. Thibault, M. Mailly, pour dire qu'il ne fallait pas du tout allonger la durée de cotisation, la durée de la retraite, etc. Et puis le président de la République, là, subitement, il découvre qu'on vit plus vieux. C'est bizarre, depuis 1 an, on a une espérance de vie qui a dû beaucoup progresser. Résultat des courses, il dit finalement, j'avais oublié de vous dire quelque chose avant mon élection, vous allez devoir cotiser plus longtemps. Puis le lendemain, on fait passer le Premier ministre qui dit, ah oui, mais on ne touchera pas à l'âge légal de la retraite. Quel est le résultat? Quand vous ne touchez pas l'âge de la retraite, mais que vous allongez la durée de cotisation, les gens qui arriveront à l'âge de la retraite ne pourront pas prendre de retraite à taux plein. C'est une baisse de niveau de vie des retraités futurs. Mais mieux que ça, aujourd'hui, 1er avril, et ce n'est hélas pas un poisson d'avril. Les augmentations de cotisations sur les retraités font perdre du pouvoir d'achat. Et puis deuxième chose qu'ils ont expliqué, c'est qu'ils n'allaient plus faire suivre l'évolution des retraites sur celle de l'inflation. En clair, que les retraités vont perdre du pouvoir d'achat. Et ça, ce sont des millions de Français qui sont en difficulté déjà aujourd'hui et à qui on va faire perdre du pouvoir d'achat jour après jour. Gouvernement des hypocrites, parce qu'au lieu de dire les choses franchement avant l'élection, on manifestait avec M. Thibault et M. Mailly qui aujourd'hui font partie de ces millions de Français qui sont les cocus du 6 mai. Mais derrière ça, on va plonger nos retraités dans une situation dont je crains qu'elle finisse par rejoindre celle qu'on connaissait avant 1974. Il y a de toute façon des choses à faire. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Bien évidemment, il y a des choses à faire. La première des choses, c'est de simplifier le système et de faire ce que nous réclamons depuis des années, une retraite par points. Chacun, au cours de sa vie, cotise et puis gagne des points, un peu comme pour la retraite complémentaire, et sait où il en est, sait à quel moment il doit partir. Deuxième chose, bien sûr qu'il faudra rallonger la durée des cotisations. Mais comment ne pas comprendre la colère des Français, de ces cocus du 6 mai, qui se sont retrouvés avec un président qui leur disait non, avec moi, retour à la retraite à 60 ans. On s'en souvient, et il l'a fait pour une toute petite portion. Oui, ceux qui avaient démarré très tôt, ceux qui avaient commencé à travailler à 18 ans, par exemple. Il y avait déjà des mesures pour ceux qui avaient commencé à travailler très tôt. Et puis deuxième chose, c'est de prendre en compte la pénibilité au travail. Ce n'est pas la même chose que de travailler comme vous et moi dans des métiers qui ne nécessitent pas d'efforts physiques monumentaux et de travailler plus longtemps quand on est ouvrier du bâtiment, quand on est dans des usines. Et c'est cela qu'il faut faire progresser. Nous l'avions proposé sous la précédente mandature. Je regrette profondément que sur ça, comme sur tout le reste, François Hollande n'ait pas eu le courage de dire aux Français voilà ce dont la France a besoin. Il ne l'a pas dit avant l'élection. Il a même dit l'inverse. Il ne le dit pas aujourd'hui. Et on essaye de faire passer ce revirement pour quelque chose d'anodin, pour rien. Et bien croyez-moi, les Français qui voient leur retraite baisser parce qu'on augmente les cotisations, les Français qui savent désormais que les retraites baisseront, et c'est un mauvais choix, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui ne peuvent pas se permettre la baisse des retraites, dont le pouvoir d'achat va s'écraser. On va revenir à la situation d'avant Giscard d'Estaing. Ce sera ça le bilan de François Hollande? Alors, demain également à l'Assemblée, il y a une réforme importante qui est présentée aux députés, c'est la réforme du travail, avec un accord qui a été signé par une partie des syndicats. Est-ce que vous, centristes, vous vous apprêtez à voter ce texte? On a entendu dans vos rangs un certain nombre de personnes dire qu'après tout, c'était un bon signe du dialogue social. Est-ce que vous voterez ce texte? C'est surtout quelque chose que nous réclamions depuis longtemps, permettre d'adapter le travail, l'entreprise, la situation d'entreprise aux difficultés qu'elle peut rencontrer. Et donc c'est un texte qui nous paraît aller dans le bon sens. Et d'une façon générale, nous préférons le contrat à la loi. Parce que quand il y a contrat, ça veut dire que les deux sont d'accord et que les deux vont avancer d'un même pas. C'est plus adapté que des lois qui tombent du ciel comme les 35 heures de l'époque que nous avons encore aujourd'hui. En revanche, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est l'article 8 de cette loi. Et donc, il va y avoir débat. Le gouvernement, et ça, ce n'est pas dans les accords, a mis une durée minimale de 24 heures pour le travail à temps partiel. Et ça va ravager encore plus le secteur des services à la personne. Ce sont 6 millions de Français qui sont concernés, ceux qui y ont recours et ceux qui y travaillent. Un secteur qui déjà a été martyrisé par ce gouvernement depuis son arrivée, avec l'augmentation du forfait, avec la réduction des avantages fiscaux, qui aboutit en réalité à ce qu'aujourd'hui nous perdions quasiment 100 000 emplois, là où on en créait 100 000. Vous voulez dire qu'il faut amender ce texte? Bien sûr il faut y toucher? En tout cas, sur ce point... C'est pas respecter les signatures de ceux qui l'ont
signé. Non, monsieur Leclerc. Non, justement. Dans ce qui est signé, il n'y a pas les 24 heures minimales pour les métiers de service à la personne. Donc il faut exclure ce secteur-là. Sinon, on va le ravager. Au lieu de créer 100 000 emplois par an, on en détruit 100 000. Est-ce que le gouvernement, au lieu d'avoir un monsieur Hollande qui vient nous parler de lui et nous montrer qu'il est devenu un hyper-président, que finalement la présidence normale c'est terminé et que c'est lui qui décide, j'aurais préféré qu'il parle de ces centaines de milliers de Français qui aujourd'hui voient leur emploi menacé. J'aurais préféré qu'il nous dise pourquoi il a supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis le mois d'octobre, des ouvriers, des salariés, des fonctionnaires perdent entre 50 et 200 euros par mois. Et encore, ils n'ont pas payé les impôts qu'ils paieront cette année. A priori, vous voterez ou pas ce texte? Nous le voterons, sauf si les métiers des services à la personne sont concentrés. Vous savez, aujourd'hui est en cours la plus grande casse d'emplois à l'initiative du gouvernement. Plus de 100 000 emplois menacés dans les métiers de service à la personne. Plus de 150 000 emplois menacés dans le secteur du bâtiment. Et puis en réalité, je voudrais qu'on nous explique pourquoi est-ce que des salariés modestes, on nous avait dit que seuls les riches paieraient les impôts, pourquoi les salariés modestes qui faisaient des heures supplémentaires, ce ne sont pas les riches qui font des heures supplémentaires, sont aujourd'hui fiscalisés, ce qui leur prend entre 50 et 200 euros par mois, et ça ce serait bon pour la consommation. Il ne faut pas s'étonner alors, monsieur Hollande, qu'avec votre politique, vous avez mis en panne la croissance française. On attendait 0,8, on est à 0, et malheureusement on terminera peut-être en négatif. Autre texte examiné par le Parlement, cette fois au Sénat cette semaine, à partir du 4, c'est le mariage pour tous. Vous avez voté ce texte à l'Assemblée. Il semble qu'il y ait un peu une radicalisation, encore des manifestations importantes. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Que devrait faire le gouvernement? Sur ces sujets, les sujets de société, nous avons toujours dit que nous souhaitons en l'occurrence la liberté de vote. C'est une perception personnelle des choses que chacun peut avoir. Et oui, avec quelques autres, Yves Gégaud, Chantal Joanneau, Jean-Louis Borloo lui-même, j'ai voté en faveur de ce texte parce que je considère que quand on parle d'état civil, c'est-à-dire de mariage ou d'adoption, en l'occurrence, il n'y a pas de raison de faire de différence. Et sur l'adoption, un point particulier, toutes les études montrent que les enfants élevés dans les couples homosexuels ne présentent pas de différence à l'âge adulte avec les couples élevés avec les enfants élevés dans des couples hétérosexuels, ni sur le plan de la réussite sociale, de l'équilibre psychologique ou même pas de l'orientation sexuelle. En revanche, le vrai rendez-vous se trouve, de notre point de vue, sur la procréation maternellement assistée et sur la gestation. François Hollande a fait une mise au point. Il a dit qu'il attendrait le comité national d'éthique. D'ailleurs, j'aimerais, puisque c'est aussi l'actualité, qu'il fasse la même chose sur l'embryon. Il y a eu la semaine dernière une proposition de loi du Parti radical de gauche pour expliquer qu'on allait autoriser la recherche sur l'embryon sans que jamais le comité national d'éthique soit consulté. Et il semblerait que le Parti socialiste, pour donner quelques pourboires à ses alliés, puisqu'il est incapable d'avoir des résultats économiques, il semblerait que le Parti socialiste veuille venir là-dessus. Ça ne s'est jamais fait. Nous avons émis une protestation sur toutes les lois sur les bioéthiques, qui sont des choses très sérieuses, avec la conscience de chacun interpellé, mais aussi la vision que nous avons de l'homme dans la société. On doit respecter un certain consensus et on doit faire en sorte de au moins respecter les procédures. Le comité national d'éthique est là pour éclairer le débat. Vous êtes très sévère avec ce gouvernement et François Hollande en particulier. J'ai envie de vous dire, mais au fond, la droite dans tout ça, est-ce qu'elle est en très bonne santé et comment se porte un peu l'UDI, le nouveau parti centriste? D'abord, j'aurais aimé être moins sévère avec le gouvernement parce que pour notre pays, cela n'annonce que des jours sombres. Et j'ai vu un président perdu qui nous dit, voilà, maintenant j'ai fait mon boulot, j'ai ma boîte à outils, je suis monsieur bricolage, tout va bien. Permettez-moi de vous dire une chose, que quand je fais venir le plombier chez moi avec sa boîte à outils, j'attends qu'il répare, pas qu'il attende que la fuite s'arrête. Deuxième chose, sur la droite, oui, elle connaît manifestement des difficultés, mais c'est une des raisons pour lesquelles nous avons voulu créer l'UDI, rassemblant les humanistes, la droite modérée, le centre droit, ces fédéralistes européens, ces gens qui souhaitent qu'on fasse attention à chacun, qu'on arrête de parler de théorie. Quand je vous parlais des métiers de service à la personne, du bâtiment... Est-ce que c'est pas difficile aujourd'hui, quand on est membre de l'UDI, de parler beaucoup d'Europe, quand on voit ce qui se passe, notamment ce qui s'est passé pour Chypre? Mais bien sûr que non, c'est juste, d'abord parce que Chypre est une absurdité. Aller voler l'argent des gens sur leur compte bancaire, quand bien même certains sont des milliardaires russes, c'est inquiéter le reste de l'Europe. Regardez ce qui se passe en Italie actuellement et peut-être demain en France. Ce n'est pas de trop d'Europe que nous crevons. Nous crevons de ne pas avoir fini l'édifice. Nous avons une monnaie fédérale aujourd'hui. L'euro est une monnaie fédérale. Mais il n'y a pas de gouvernement pour la défendre. C'est la deuxième monnaie du monde. Donc vous plaidez pour une liste UDI aux européennes? C'est la deuxième monnaie du monde. C'est la seule qui n'a pas de gouvernant pour la défendre. Évidemment que tous les spéculateurs du monde entier nous font la peau tous les 4 matins. Alors... Est-ce qu'il faut? Mais bien sûr, j'attends, et je regrette à titre personnel qu'il n'y ait pas eu un scrutin de liste national pour qu'il y ait un vrai débat européen. On aurait pu
demander pourquoi M. Hollande proposait en l'occurrence qu'on renégocie un traité qu'il n'a pas renégocié, pourquoi pour la première fois il a accepté un budget d'austérité en Europe alors qu'on avait besoin d'investir dans le numérique, dans les grandes infrastructures, de relancer ce projet. Nous avons besoin en l'occurrence, avec les Européens qui le souhaitent, d'avancer pour ne pas crouler. Vous savez aujourd'hui, je suis très frappé d'une chose. Tous les démagogues, notamment Mélenchon et Le Pen, sont en train d'expliquer qu'il faut sortir de l'Europe. Ce serait la principale des catastrophes. Mais que demandent-ils? Que l'Allemagne paye pour les excès français? Que l'Allemagne paye pour les excès grecs? Que l'Allemagne paye pour les excès italiens? Toute dernière question. Si nous revivons ensemble, si nous refaisons un projet ensemble, oui, il y a moyen de s'en sortir. Et il y a besoin de plus d'Europe. Mais pas de l'Europe qu'on vit aujourd'hui, avec une technocratie, un manque de pouvoir. Quel rôle pour votre chef de file, Jean-Louis Borloo? Moi, je souhaite clairement qu'il soit tête de liste aux européennes pour qu'il puisse venir expliquer aux Français comment nous pourrions nous en sortir ensemble plutôt que de nous ignorer et de nous effondrer séparément les uns des autres. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde, merci à tous et très bonne journée sur Radio Classique et Public Sénat.